Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elias Polydor, plaide sur le forum. Je suis donc l'un des 5 tuteurs d'anatomie que vous aurez pendant ce semestre. Et je m'occupe des cours donc sur le système nerveux et les cours sur, le cours sur tégument, donc globalement la peau. Alors, pour cette rentrée, j'ai choisi de présenter que le système nerveux. Tout simplement parce que c'est le plus gros cours. Tégument, c'est un petit peu un cours accessoire qui sera très rapide et qu'on traitera largement plus tard. Donc, je tiens à commencer ma présentation par une petite introduction à l'anatomie. Donc, pour vous donner voilà, quelques indications sur la manière dont moi j'ai travaillé l'anatomie, mais aussi sur la manière dont je pense qu'il faudrait travailler l'anatomie. Et puis je vais vous conseiller voilà quelques petits ouvrages et puis quelques petites méthodes. Donc pour les ouvrages, comme vous pouvez le voir sur le diapo, je vous conseille le Netter, qui est donc un ouvrage de planches tout simplement, hein, de planches anatomiques. Voilà, donc vous avez tout le corps humain qui est traité dedans. Ça peut être assez pratique si vous avez besoin de voir comment dire, ce que ça donne finalement dans la réalité, parce que souvent les schémas du prof sont assez schématiques. Et vous avez, enfin moi en tout cas, j'avais parfois du mal à voir un peu où ça se situait, à quoi ressemblaient vraiment les structures, ou enfin voilà. Donc ça peut vraiment être pratique. Il faut savoir que j'utilise souvent des planches du Netter pour illustrer mon propos, et je mets le numéro de planche à chaque fois à côté. Donc voilà, vous pouvez emprunter ce livre à la bibliothèque. Vous pouvez l'acheter, il est un peu cher, mais il vous servira, je pense, pendant le reste de vos études, voire même pendant le reste de votre carrière. Et voilà. Vous avez aussi les livres donc des professeurs, que ce soit le professeur De Peretti, bon, qui est parti à la retraite cette année, mais qui est toujours en charge. Enfin, on garde toujours les vidéos en fait du professeur De Peretti, et donc c'est certainement utile d'avoir son support officiel, on va dire, si vous vous posez une question. Il suffit d'aller voir dans le livre du professeur De Peretti, il y aura certainement la réponse. Il y a aussi le livre du professeur Baquet. Voilà pour les ouvrages que je peux vous conseiller. Il existe aussi un logiciel qui vous est offert par la faculté et qui permet donc d'avoir en fait tous les modèles 3D de toutes les structures anatomiques du corps humain. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je vous recommande sincèrement de l'utiliser, surtout au début, parce que ça vous permet réellement de visualiser en 3D toutes les structures. Donc surtout pour les structures cérébrales, où parfois ça peut vraiment être, ça peut vite être abstrait, vous allez le voir. Donc ça peut vraiment être pratique d'avoir ce logiciel. Donc pas besoin d'acheter un logiciel, hein. Il est offert par la fac. Donc vous avez accès soit au logiciel en ligne, soit vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Voilà pour ce qui est du logiciel. Et pour la méthode, je vous recommande très sérieusement de faire des schémas, tout simplement parce que la mémoire visuelle est certainement la mémoire qui s'ancre le plus et le plus rapidement. Voir un schéma, vous le refaites quelques fois et vous connaissez immédiatement tout ce qu'il y a dessus. Oui, je pense que c'est vraiment essentiel de faire des schémas en anatomie. Ce que je peux vous recommander, c'est en même temps que vous visionnez le cours du prof, donc sur, je ne sais pas sur quelle plateforme c'est, mais en même temps que vous visionnez le cours du prof en vidéo, vous êtes à côté, un crayon gris à la main, et vous refaites les schémas en même temps que lui. Ça vous permet de suivre le cours et puis aussi de comprendre vraiment finalement tous les détails de la structure qu'il est en train de représenter. Et si quelque chose vous échappe, en faisant un schéma, vous vous en rendez immédiatement compte. Donc voilà, je vous recommande aussi d'utiliser, comment dire, pour comprendre l'anatomie, l'étymologie des mots. Voilà, intéressez-vous à l'étymologie des mots. Les mots ont un sens. Leur construction n'est pas aléatoire. Donc, ça peut vraiment vous permettre de retenir beaucoup plus facilement, de comprendre comment sont construits les mots. Il y a souvent une base commune qui va revenir, que ce soit du latin ou du grec. Donc, pour cela, voilà, je vous ai mis ici
deux sites internet. Donc, vous avez Wiktionnaire, donc qui est un petit peu la partie Wikipédia pour les mots, et le dictionnaire de l'Académie de médecine, qui ne vous servira pas que pour l'étymologie des mots, mais aussi tout simplement pour le sens des mots. Hein. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, une maladie que vous ne comprenez pas, n'importe quoi, il vous suffit d'aller sur le dictionnaire de l'Académie de médecine et vous avez vraiment une définition complète, précise, voire même des exemples d'utilisation. Donc, pour moi, c'est indispensable de faire ce travail-là quand vous vous entraînez pour l'anatomie. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer au cours. Donc, le système nerveux. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va traiter uniquement du système nerveux central. Dans la vidéo suivante, on traitera du système nerveux périphérique, de la vascularisation du système nerveux central, du système nerveux périphérique et aussi du système nerveux végétatif. J'aimerais aussi vous dire que j'ai pensé cette vidéo et ce diaporama comme une amorce au cours d'anatomie. Hein, c'est certainement pas un remplacement du cours des professeurs et d'ailleurs je tiens vraiment à insister sur le fait que rien ne remplace le cours du professeur. Je vous recommande sincèrement d'aller voir les vidéos que vous aurez à votre disposition et d'assister au maximum de cours, sauf si vous voyez évidemment que ça ne vous sert pas ou que voilà que la pédagogie du professeur ne vous convient pas. Mais pour moi, l'anatomie, oui, il est essentiel de visionner les cours. Donc, j'ai pensé ce cours vraiment comme une amorce, comme une introduction à ces cours-là. Je ne traite pas l'entièreté de la Ronéo. Vous aurez le temps de voir plus tard les petits détails, mais pour moi, j'ai vraiment mis là ce qui est important. J'insisterai sur ce qui est important, ce qui est essentiel, et vous verrez que ça vous permettra déjà d'avoir une excellente base pour non seulement répondre au QCM, mais en plus comprendre et assimiler le reste des cours. Voilà, si vous comprenez tout ce qui est dans ce diapo, normalement, vous n'aurez aucune difficulté à apprendre le reste de l'anatomie. Voilà. Donc, tout d'abord, le système nerveux, c'est quoi? Voilà. Commençons par là. Donc, le système nerveux, comme vous le savez certainement, c'est l'organe de contrôle du corps. Hein. C'est l'organe le système qui permet de contrôler que ce soit vos muscles. Donc ça va être plutôt le rôle du système nerveux central, hein, puisque c'est la motricité volontaire. C'est le système qui va aussi vous permettre de contrôler des actions qui vont être beaucoup plus inconscientes. Je pense notamment, par exemple, à la dilatation de la pupille ou au rétrécissement de la pupille. Je pense aux sécrétions, que ce soit la sueur, que ce soit des sécrétions gastriques. Je pense au péristaltisme, c'est-à-dire le péristaltisme, c'est la contraction d'un muscle lisse circulaire, voilà, comme on peut avoir dans le système digestif. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas, évidemment. Hein. Vous ne pouvez pas, penser à dilater votre pupille et votre pupille se dilate. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça se fait de façon automatique et ça passe par le système nerveux végétatif. Le système nerveux périphérique, lui, c'est finalement ce qui transmet l'information jusqu'aux organes qui font l'action. Voilà. Donc ça, c'est assez vulgarisé, mais voilà, il faut savoir que ce système nerveux, il est divisé globalement en trois parties, que sont système nerveux central, ici à gauche. On verra tout ça plus en détail, évidemment, plus tard, hein, mais voilà. Système nerveux périphérique et système nerveux végétatif. Donc, le système nerveux central se divise lui-même en, on va dire, deux grandes parties. Donc, tout ce qui est toutes les structures dites encéphaliques. Encéphale, ça veut littéralement dire tout ce qui est dans le céphale, donc dans la tête, et les structures qui n'y sont pas, ou en tout cas la structure qui n'y est pas, c'est-à-dire la moelle spinale. Donc l'encéphale, c'est quoi? C'est le cerveau, donc vous le connaissez tous, je pense. C'est aussi le cervelet,
et le tronc cérébral. Donc, tout ce qu'il y a dans le crâne, dans la tête, c'est cerveau, cervelet, tronc cérébral. Voilà. La moelle, donc ici, je vous ai représenté le rachis, donc la colonne vertébrale, voilà, qui est le contenant, finalement, de la moelle spinale. Voilà. Donc, on va commencer par étudier, finalement, le commencement, donc l'organogénèse. Alors, l'organogénèse de l'encéphale. Donc, vous avez déjà vu en embryologie comment ça se passe. C'est-à-dire que la plaque neurale donne crête neurale, gouttière neurale. La gouttière neurale se referme pour donner le tube neural. Ce tube neural est ensuite à l'origine de tout le système nerveux central. Et les crêtes neurales sont à l'origine du système nerveux périphérique. Donc, vous voyez ici le tube neural, voilà, et on peut individualiser déjà deux vésicules que sont l'archéoencéphale et le cordencéphale. Donc, comme l'indique leur nom, ce sont des structures encéphaliques. Donc, ça, c'est le futur encéphale, finalement. C'est ce qui sera contenu dans la tête. Donc, la deuxième étape, l'archéencéphale va donner un proencéphale. Le cordencéphale, quant à lui, se divise et donne un mésencéphale, qui est une structure définitive, et le rhombencéphale. Donc, le proencéphale, archéoencéphale, c'est futur cerveau. Le cordencéphale, comme vous voyez, c'est le futur tronc cérébral. Donc, le proencéphale donne télencéphale, diencéphale, donc qui sont les deux composants du cerveau. Et la troisième étape, toujours, hein, le mésencéphale, comme je vous l'ai dit, structure définitive, reste le mésencéphale, alors que le rhombencéphale se divise pour donner métencéphale et myélencéphale. Donc, ce sont ici les trois composants du tronc cérébral. Donc, pour résumer, à la fin, vous avez un certain nombre de vésicules que sont télencéphale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale, myélencéphale. D'accord? Donc, le petit moyen mnémotechnique que donnait le prof, qui n'est pas vraiment un moyen mnémotechnique, c'est juste les premières lettres. Hein. Vous répétez dans votre tête T, di, mé, met, mi. Et voilà, vous avez l'ordre. T, di, mé, met, mi, T, di, mé, met, mi, T, di, mé, met, mi. Voilà. Donc, l'organogénèse de l'encéphale. On a donc des évolutions. Hein. Le téléncéphale connaît de nombreuses évolutions, hein, parce que comme vous le voyez ici, là, vous n'avez pas un cerveau définitif. Hein. Vous avez juste des vésicules. Donc, tout d'abord, on a une division du téléncéphale en oreille de Mickier. Hein, voilà. Donc, on se divise finalement en deux vésicules. On a une bascule en oreille de bunny, donc en oreille de lapin. C'est pour le mot mnémotechnique, hein, voilà, B. Donc, en fait, ces deux vésicules s'allongent et se plicaturent. On a une rotation en corne de bélier, donc c'est-à-dire que ces oreilles, finalement, s'entortillent autour d'elles-mêmes. Et enfin, une fusion audiencéphale. Alors, j'ai mis des connecteurs logiques qui ne sont pas vraiment adaptés, puisque toutes ces transformations sont concomitantes. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait en même temps. Donc voilà, on a une division qui va en même temps que la division, on s'allonge. En même temps qu'on s'allonge, on se tord. Et en même temps qu'on se tord, on va fusionner audiencéphale. Voilà. Donc au final, tout ça permet d'obtenir le cerveau définitif. Quant à la moelle, donc on a parallèlement, on a la moelle qui va se développer. Donc pour la moelle, ce qui est important à noter, c'est qu'on a une asymétrie de croissance entre donc la moelle que vous voyez ici et le rachis. C'est pour ça que le rachis est plus long que la moelle, tout simplement parce que le rachis grandit plus vite. Ainsi, la moelle s'arrête au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Donc, elle commence au niveau de C1, c'est-à-dire à la sortie du foramen occipital,
et elle se termine, comme vous pouvez le voir ici, par un cône terminal au niveau de L2. Le sac dural, quant à lui, donc le sac dural, c'est le sac de méninge qui contient le système nerveux central, on en reparlera tout à l'heure, vous ne faites pas, se termine en S2. Voilà, donc il faudra retenir ces repères qui sont assez importants, mais vous verrez, ça rentre assez vite tout seul. Donc quelques applications pour les pathologies. Donc je vous rappelle que cette gouttière neurale se referme par le centre, hein, et ensuite on va vers les extrémités. Et donc finalement les deux extrémités, qu'elles soient crâniales ou caudales, sont les dernières parties à se refermer. Donc c'est là qu'on va trouver des anomalies de fermeture du tube neural. Et ces anomalies sont très importantes car elles peuvent être très graves, puisque la non-fermeture du neuropore antérieur donne ce qu'on appelle une anencéphalie, donc comme son nom l'indique, sans encéphale. Hein, donc ça va donner une absence de développement du cerveau, une absence de développement des structures encéphaliques. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est non viable. Je vous recommande d'aller voir les photos sur Internet. Hein. Là, je vous ai mis voilà, une photo, un schéma, mais vous avez des photos qui sont assez choquantes, qui, je pense, marqueront votre esprit. Et donc voilà, donc ça, c'est pour la non-fermeture en crâniale et non-fermeture en partie caudale. Ça donnera ce qu'on appelle une spina bifida, donc comme vous pouvez le voir ici, donc une spina, donc un rachis bifide, tout simplement parce qu'on dirait qu'il est coupé en deux, hein, un peu comme une langue de serpent. Donc voilà, donc vous avez une spina bifida. Elle est non grave si elle est fermée, c'est-à-dire occulta. Mais par contre, si elle est aperta, donc c'est-à-dire ouverte, là, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. Voilà, des infections, j'en passe, mais voilà, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Donc, passons maintenant aux différentes structures du système nerveux central. Donc, les méninges crâniennes, la méninge crânienne. Donc, les méninges crâniennes, c'est résumé sur ce schéma. Donc, vous avez tout d'abord, parlons du crâne, de l'os, une table ici qui est externe, une table ici qui va être interne, et entre les deux, vous avez l'os spongieux appelé la diploïde. Donc, en dessous de cet os, en dessous de la boîte crânienne, vous avez les méninges qui s'étalent. Donc, on commence par la dure mère, qui est donc une pachyméninge, c'est-à-dire littéralement une méninge épaisse. C'est la méninge la plus externe. C'est celle qui a vraiment un rôle de protection, hein, du système nerveux. C'est la plus résistante. Voilà. En dessous d'elle, on va trouver l'arachnoïde, qui comporte deux feuillets. Un feuillet cellulaire qui est accolé à la dure mère, ici, donc plutôt externe, et un feuillet qui est composé de villosités arachnoïdiennes, c'est-à-dire finalement comment dirais-je, d'élongation cellulaire, de prolongement cellulaire, qui vont s'étendre jusqu'à la pimère, qui est donc la dernière couche de méninge, qui est la plus interne et qui est celle qui s'accole au système nerveux et au cerveau en l'occurrence, puisqu'on est dans le crâne. Il faut savoir que l'arachnoïde s'appelle de la façon suivante, car ces villosités arachnoïdiennes donnent à l'arachnoïde, donnent à ce feuillet un aspect en toile d'araignée, d'où le nom d'arachnoïde. Alors, je vous ai mis ici voilà, une planche d'unité 1, je crois que c'est la première qu'on croise, qui vous explique tout ça en détail et comment ça se passe in situ. Donc, vous avez voilà, ici toutes les couches. Là, on peut voir la table externe, la diploée et la table interne. Là, vous avez la dure mère, qui est donc la couche la plus externe. Vous avez
hop, ici, l'arachnoïde, donc avec sa couche cellulaire et toutes ces villosités hein, que vous pouvez voir en rouge, toutes ces villosités arachnoïdiennes. Donc vous voyez, hein, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'arachnoïde, hein, ça a vraiment une forme de toile, quoi. Et vous avez ici la pimère, donc qui est dessinée ici en vert, et qui, comme vous le voyez, vraiment colle le cerveau, s'insère dans les petits recoins, et tapisse tout le système nerveux finalement comme un vernis. Voilà. Les applications donc en pathologie de ces différentes couches, c'est principalement les hématomes. Donc on va situer les hématomes par rapport au méninge et à la dure mère. Donc un hématome qui va être extradural, c'est un hématome qui va être en dehors de la dure mère et donc entre le crâne et les méninges. C'est important cet hématome extradural parce que je vous ai dit que la dure mère et que les méninges sont accolés à l'os partout dans le crâne, mais il se trouve qu'il y a un point de faiblesse qui est important à connaître parce que c'est là que vont se loger les hématomes extraduraux dans une grande partie des traumatismes. C'est un point de faiblesse, un point où peut finalement facilement se décoller la dure mère. Ce point, on l'appelle l'espace décollable de Gérard Marchand et il est représenté ici. Donc, c'est l'espace temporo-pariétal. Voilà, l'espace temporo-pariétal, donc qui est ici qui est sur vos tempes en fait, hein, qui est un petit peu au-dessus de vos tempes. Voilà, entre l'œil et l'oreille, vous avez vos tempes, et c'est là que vous trouvez l'espace temporo-pariétal de Gérard Marchand. Donc voilà. Important à connaître pour les pathologies. Si on doit drainer un hématome extradural, c'est là qu'on va venir mettre la perceuse pour faire un trou et faire sortir le sang. Donc, les méninges maintenant spinales. Donc, vous avez des méninges qui entourent tout le système nerveux central et donc, elles entourent aussi forcément hein, la moelle spinale. Donc voilà, je vous ai mis ici encore une fois une planche d'émetteur. Donc vous avez ici la dure mère, là l'arachnoïde et la pimère qui s'accole à la moelle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les méninges de la moelle spinale? Ce qui est important, c'est que voilà, vous avez la dure mère qui enveloppe les nerfs jusqu'à la sortie du foramen intervertébral. Et donc, il y a une espèce d'adhérence à l'os, qui est une espèce de membrane. Et puis surtout, le fait que vous avez entre la dure mère et l'os, hein, la dure mère dans la colonne vertébrale n'est pas attachée à l'os. Il y a un corps adipeurachidien qui fait l'intermédiaire entre dure mère et os, tout simplement parce que il faut pouvoir bouger. C'est-à-dire que si vous bougez, autrement que s'il y avait ce corps adipeurachidien, vous déchireriez vos méninges. Donc, pour des questions de mobilité, il est important d'avoir cette espèce finalement de lubrifiant, d'amortisseur graisseux qui permet à la colonne vertébrale d'avoir tous les mouvements qu'on lui connaît, sans pour autant léser que ce soit la dure mère ou la moelle spinale. Voilà, donc vous avez des anesthésies qui sont intradurales, donc des rachianesthésies, des anesthésies qui sont donc dans cette graisse, hein, c'est pour ça que c'est important de connaître l'existence de cette graisse, et qui sont des péridurales autour de la dure mère. Voilà, on vient mettre l'anesthésiant autour de la dure mère. Et vous les connaissez, ces péridurales, puisqu'elles sont utilisées dans les accouchements. Donc, les cavités, on passe maintenant aux cavités du système nerveux central. Donc, il est important pour comprendre l'existence de ces cavités de revoir l'embryologie. Je vous ai dit que c'était tout à l'heure le tube neural qui donnait le système nerveux central. Un tube s'est creusé d'une cavité, d'un cylindre creux. Et c'est finalement cette cavité qui donne ensuite toutes les autres. Voilà. Donc, par dilatation, par des phénomènes divers, voilà. Hein, ici, on voit bien qu'on a un aspect en corne. Hein, on voit que ça a subi toutes ces gyrations là du télencéphale. Donc,
Voilà, c'est important de comprendre qu'on a ce tube neural, voilà, qui donne ensuite tout le système nerveux central et qu'au centre, vous avez des cavités qui subsistent. Donc, on a ici les ventricules latéraux au nombre de 2. Ils ont une forme de fer à cheval à concavité antérieure. Vous avez le troisième ventricule ici. Entre les deux, on a un foramen interventriculaire, voilà, qui permet la connexion entre ventricules latéraux et le troisième ventricule. Ensuite, vous avez le quatrième ventricule, un peu plus petit par ici, qui est au niveau du tronc cérébral. Vous pouvez le voir ici, le niveau du tronc cérébral. Le troisième ventricule est en lien avec le quatrième ventricule par l'aqueduc du mésencéphale. Donc, c'est littéralement la subsistance de la cavité qui est dans le tube neural et qui subsiste au niveau du mésencéphale. Voilà. Et ensuite, à partir du quatrième ventricule, on va pouvoir soit passer dans le canal central de la moelle, le canal épandymère, qui est lui aussi la subsistance de cette cavité du tube neural, ou alors on va pouvoir sortir par l'orifice médian du quatrième ventricule. Il faut savoir que ce canal central de la moelle, il est virtuel, c'est-à-dire que normalement, il n'est pas ouvert. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien vous parler du liquide céphalorachidien, puisque c'est un liquide qui finalement se trouve dans ces cavités dont je viens de vous parler, et qui est aussi produit par ces cavités, plus précisément par une structure qui existe dans ces cavités qu'on appelle les plexus choroïdes. Donc les plexus choroïdes sont composés d'une toile choroïdienne et de vaisseaux, principalement veineux, c'est pour ça que j'ai mis ici veine plexiforme. Donc vous avez ici sur ce schéma des plexus choroïdes. En fait, c'est très simple. Le sang est filtré, donc le sang arrive par les vaisseaux, par les veines plexiformes. Il est filtré par la toile choroïdienne et ce filtrat, on l'appelle le liquide céphalorachidien. Il faut savoir qu'il baigne l'ensemble du système nerveux central puisqu'il se balade en fait entre les villosités arachnoïdiennes. Donc c'est vraiment un espèce de liquide amortisseur, on va dire, qui permet non seulement des échanges avec le système nerveux central, mais qui est vraiment aussi là pour amortir les coûts, pour éviter, pour diminuer, on va dire, la rigidité que peut avoir des différents mouvements qu'on peut faire. Sinon, dès que je taperais mon crâne, j'aurais un trauma au cerveau, ça serait vraiment dommage. Voilà, donc ici, je vous ai mis un schéma d'un plexus choroïde. Donc ici, vous voyez le vaisseau, la glie épandymère, donc qui fait partie de la toile choroïdienne, qui vient filtrer comme ça le sang. Et ce filtrat, c'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Donc, le trajet du liquide céphalorachidien. On commence d'abord dans les ventricules latéraux. Il faut savoir que tous les ventricules ont une production, comme vous le voyez, tous les ventricules ont des plexus choroïdes et donc ont une production de liquide céphalorachidien. Cependant, les ventricules latéraux sont ceux qui produisent la majeure partie du liquide céphalorachidien. Ce sont les plus gros ventricules. C'est vraiment les grosses cavités centrales du cerveau, c'est les ventricules latéraux, et ce sont eux qui vont produire la majeure partie du liquide céphalorachidien. Donc ce liquide, il se trouve tout d'abord dans les cavités qui les produisent, donc ventricules latéraux. On passe, comme j'ai dit tout à l'heure, par le foramen interventriculaire, qui relie donc ventricules latéraux à troisième ventricule, donc foramen interventriculaire, troisième ventricule, où on a aussi une production de LCR qui est déjà moindre. On passe ensuite dans l'aqueduc du mésencéphale. Alors attendez, je vous avais surligné, donc plexus choroïde du ventricule latéral. On passe ensuite dans foramen interventriculaire, troisième ventricule, aqueduc du mésencéphale. On arrive dans le quatrième ventricule, qui lui aussi a ses plexus choroïdes. Et ensuite, deux possibilités. Soit on se dirige vers le canal central de la moelle spinale, qui, je vous le dis, est très court, et ensuite il devient immédiatement virtuel. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure qu'il est
que c'est pathologique. Hein, quand ce canal est réel, c'est pathologique. Et on va ensuite se diriger, et ça c'est vraiment la voie principale et celle qui est importante, vers l'ouverture ou l'orifice médiane du quatrième ventricule, qui nous amène directement dans les méninges et dans la partie sous-arachnoïdienne finalement. Alors attendez, je crois que c'est marqué quelque part. Enfin bref, voilà, on est vraiment dans la partie sous-arachnoïdienne, on est dans les villosités arachnoïdiennes et l'espace voilà, subarachnoïdien. Et voilà, on baigne finalement tout le système nerveux central, que ce soit dans l'encéphale ou au niveau de la moelle spinale. Ensuite, donc on fait son petit trajet et on vient être résorbé par les granulations arachnoïdiennes. Donc, ce sont des petites invaginations de l'arachnoïde dans les sinus veineux qui absorbent donc ce LCR et qui le ramènent. Et voilà, on fait finalement un cycle. Alors, ensuite, les applications en patho, voilà, je vous en avais parlé. Il y en a quelques-unes qui sont importantes à connaître. Donc, la première, c'est l'hydrocéphalie, c'est-à-dire que si vous avez un obstacle à l'écoulement de ce liquide, par exemple, on va dire que vous avez un obstacle ici, regardez, au niveau de l'orifice médian du V4, vous avez un obstacle. Donc, on ne peut plus, le liquide céphalorachidien ne peut plus s'écouler, ne peut plus sortir. Il est maintenu dans les cavités cérébrales. Et donc, on va avoir un gonflement de ces cavités, donc une augmentation de la pression intracrânienne et un gonflement de ces cavités, comme vous le voyez sur ces images. Donc là, vous voyez bien, hein, bon, vous n'êtes pas censé connaître un scanner normal, on va dire, mais là, vous voyez bien une IRM normale, plutôt en l'occurrence, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ici, on a des cavités cérébrales qui sont surdimensionnées et qui viennent écraser comme ça les parois nerveuses. Ici aussi, on le voit. Donc voilà, ça s'appelle l'hydrocéphalie, c'est-à-dire littéralement de l'eau dans la tête. Donc ensuite, vous avez une autre pathologie qui s'appelle la syringomyélie. Voilà, donc la syringomyélie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire un gonflement du canal central de la moelle qui devient réel, qui se gonfle par finalement remplissage avec du liquide céphalorachidien. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez la petite partie blanche comme ça. Donc ça, c'est la moelle spinale. Vous voyez sur le côté, ici aussi en blanc, le liquide céphalorachidien qui s'écoule de façon tout à fait normale. Ici, vous avez le rachis. Et au milieu de la moelle spinale, vous avez une sorte de petit tuyau blanc qui est donc finalement le liquide céphalorachidien qu'on voit ici au milieu de la moelle. Bon, mais pour la même raison, c'est une pathologie, ça vient compresser la moelle, c'est pas bon du tout. Voilà. Et pour l'étymologie, hein, syrinx, je crois que c'est tuyau, comme ça, enfin je l'ai mis sur la fiche. Et myélie, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la moelle. Voilà, donc maintenant passons réellement aux structures principales hein, de l'encéphale, c'est-à-dire celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, cerveau, cervelet, tronc cérébral. Donc tout d'abord le cerveau. Vous le connaissez, il a cette tête-là, et voilà, donc c'est-à-dire qu'on va voir qu'il est plissé finalement. On a ce qu'on appelle des gyrus et des sillons ou scissures. Donc on a des gyrus, c'est-à-dire des circonvolutions, des espèces de voilà, ce sont finalement les parties gonflées qu'on voit ici, et les scissures, c'est les petites failles qui séparent les différents gyrus. Donc il y a plusieurs scissures principales qui sont à connaître. La scissure centrale, qui, comme vous le voyez ici sur une vue latérale, est au centre du cerveau. Vous avez la scissure latérale, puisque sur une vue de face, donc si on mettait l'œil de l'observateur ici à gauche et qu'on regardait dans cette direction, on verrait bien que c'est une scissure qui est sur le côté.
Donc, la scissure latérale de Sylvius, le nom est à connaître, hein, sur latérale de Sylvius. Et ici, vous avez le sillon pariéto-occipital, puisqu'il sépare le lobe pariétal du lobe occipital en arrière. On va voir ça juste après. Donc, voilà les scissures qui sont vraiment à connaître. Scissure centrale, sur latérale de Sylvius et sillon pariéto-occipital. OK? Donc, vous avez aussi des gyrus qui sont importants à connaître, puisque vous avez ici le gyrus pré-central, c'est-à-dire en avant de la scissure centrale, et le gyrus post-central, c'est-à-dire après la scissure centrale. Ce qui est important pour ces deux gyrus, ce sont leurs fonctions. Vous avez un gyrus pré-central qui gère la motricité et un gyrus post-central qui va gérer la sensibilité. C'est-à-dire que si vous voulez bouger votre main, faire ce mouvement, c'est un neurone qui se trouve dans ce gyrus précentral qui s'active. Si vous touchez une table, c'est un neurone qui est ici dans le gyrus post-central qui reçoit l'information in fine. On verra ça plus tard, mais voilà. Vous avez sur le cerveau, sur le cortex, des lobes qui sont délimités. Les lobes sont importants à connaître. Vous avez le lobe frontal qui est au niveau du front et qui est composé donc, et qui est situé en avant de la scissure centrale et au-dessus de la scissure latérale. Vous avez aussi le lobe pariétal qui est en arrière de la scissure centrale ici et qui est en dessous qui est pareil au niveau, voilà, là vous avez l'os pariétal à ce niveau-là, les os pariétaux, pardon, et vous avez le lobe pariétal en dessous. Vous avez le lobe temporal au niveau des tempes, qui est un petit peu plus bas, et vous avez le lobe occipital qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est situé en arrière du sillon pariéto-occipital. Vous avez un cinquième lobe, qui est le lobe caché de l'insula, qui est important à connaître aussi. Et ce lobe, en fait, il se trouve dans l'écart des deux bords de la scissure latérale de Sylvius. C'est-à-dire que si on prend ici des écarteurs, qu'on écarte comme cela, comme c'est sur le schéma, les deux parties de cette scissure latérale de Sylvius, on remarque qu'il y a du cortex derrière, et que ce cortex, c'est donc le lobe caché de l'insula. Donc 5 lobes, voilà, je répète, lobe frontal au niveau du front, lobe pariétal en haut, lobe temporal au niveau des tempes, donc un peu plus bas, et lobe occipital tout derrière. Et évidemment, le lobe caché de l'insula qui est dans l'écartement des bords de la scissure latérale de Sylvius. Ici, vous avez un cerveau en coupe frontale. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai mis cette image? Parce qu'elle illustre des concepts qui sont assez importants vis-à-vis de la constitution du cerveau. Donc, voilà, ici, vous avez l'os, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une table externe, une diploée, os spongieux, donc, et une table interne. Et au centre, en dedans du crâne, donc, le cerveau. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'on voit très clairement la substance grise ou cortex, voilà, hein, au niveau du cortex. Pardon, c'est plutôt le cortex qui est constitué de substance grise. Pourquoi grise? Parce qu'elle est grise, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai mis une image du cerveau, c'est pour que vous puissiez vraiment réaliser que la substance grise s'appelle comme ça parce qu'elle est grise. C'est elle qui contient tous les corps des neurones. Voilà. Que dire de plus? Voilà, donc cette substance grise, oui, cortex, je n'ai pas dit ce que c'était que le cortex. Le cortex, c'est littéralement l'écorce, c'est-à-dire la couche la plus périphérique. Ça ne vaut pas que pour le cerveau, hein. Vous verrez aussi le cortex ovarien, par exemple. Le cortex, c'est vraiment la couche la plus périphérique d'un organe, littéralement, je veux dire, hein, ça veut dire l'écorce. Donc voilà, ici, vous voyez bien toute cette couche périphérique, tac, 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 qui rentre ici et qui continue, hein, puisque je vous ai dit, alors là, ce qu'on voit, c'est la scissure latérale de Sylvius, comme ceci et comme ceci, et là, on voit le lobe caché de l'insula, en frontal.
Donc, on continue, voilà, tout ça c'est du cortex, tout ça c'est du cortex. Ça nous permet aussi de voir à quel point les fissures sont profondes, hein. Vous voyez comme elles s'enfoncent. Et ça permet vraiment d'augmenter en fait cette surface de cortex. Et cette surface de cortex augmentée, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cortex c'est ce qui contient le cortex et la substance grise, c'est ce qui contient tous les corps des neurones, tous les corps cellulaires des neurones. Et donc, si on augmente en faisant comme ceci des scissures, en faisant des plis, si on augmente la surface, on augmente forcément le nombre de corps cellulaires. Voilà pourquoi c'est important que le cerveau soit plié de cette façon. Je crois que dans le cours, il est donné d'ailleurs l'exemple du lapin, qui est un lysencéphale, c'est-à-dire avec un cerveau lisse. Et ce cerveau lisse a une surface qui est bien moindre. Donc, voilà. Il est important aussi donc, de voir qu'en dessous de ce cortex, donc en dessous de ces substances grises, vous avez une substance qui est beaucoup plus blanche. Le contraste est vraiment très clair sur cette image, hein. On voit vraiment la substance grise et la substance blanche. Donc une substance qui est bien plus claire. Et cette substance bien plus claire, c'est finalement une substance qui est déjà beaucoup plus, comment dirais-je, graisseuse, qui est voilà, constitué de toutes les fibres en fait de ces neurones que vous voyez ici, hein, les corps cellulaires des neurones qui sont situés dans la substance grise. Leurs fibres sont dans la substance blanche. Et vous avez au centre du cerveau aussi des structures qui sont importantes à remarquer, puisque vous voyez que tout n'est pas blanc. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cortex, ici, on n'est pas au niveau de l'écorce, on n'est pas dans la partie périphérique, et pourtant, on a de la substance grise. Tout simplement parce que ce sont des noyaux gris centraux. Donc ça contient des corps cellulaires, mais on n'est pas dans le cortex. Voilà. Donc les noyaux gris centraux, c'est de la substance grise au centre du cerveau. Donc, sur une vue interne du cerveau, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a pris un cerveau humain, on l'a coupé en deux au niveau, donc comme ça, on l'a coupé en deux au niveau de la fissure interhémisphérique. Donc, on a séparé les hémisphères. C'est comme si on avait pris une noix et qu'on l'avait ouverte en deux, quoi. Voilà, je n'ai pas d'autre exemple, une orange et qu'on l'ouvre en deux. Donc, voilà. Et on regarde donc l'intérieur. On voit ici le corps calleux. Donc, le corps calleux, c'est une structure qui est une structure de liaison interhémisphérique. Donc, on le voyait là sur cette image. Ici, comme vous voyez, ça relie les deux hémisphères cérébraux. Donc, le corps calleux, qu'on voit ici en bleu, on voit le fornix, qui est situé juste en dessous et qui est idem, une structure de liaison interhémisphérique. Vous avez ensuite le foramen interventriculaire, dont on a parlé, qui lie le ventricule latéral, enfin qui lie les ventricules latéraux au troisième ventricule qu'on voit ici. Et ici, on voit bien que le ventricule latéral droit, donc, est caché par le corps calleux, mais il est bien derrière. Vous avez le troisième ventricule et vous avez ici l'aqueduc du mésencéphale. Bon, j'aurais pu continuer à décrire les cavités, hein, le quatrième ventricule, le canal. Bon, vous avez là le gyrus singulaire, voilà, donc qui est un gyrus qui est en dedans du cerveau. Et c'est tout pour la description de la vue interne. Bon, très bien. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. On va passer directement à une coupe qui est très importante, la coupe frontale de Charcot. Donc Charcot, c'est un immense neurologue, c'est même un des inventeurs de la neurologie au XIXe siècle. C'est un immense médecin, voilà, très connu. Malheureusement, un peu plus connu pour la fin de sa carrière avec les hystériques, mais c'est qu'une partie mineure de son travail en réalité. Et en l'occurrence, on va étudier la coupe qu'il a décrite et à laquelle il a donné son nom, qui est une coupe frontale, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la coupe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, toutes les structures que j'ai mises là, globalement, vous les connaissez ou vous allez les connaître. Mais là, je vais me concentrer sur certaines structures. Voilà, donc ici le corps calleux dont je vous ai déjà parlé, hein, structure de liaison interhémisphérique. Donc vous avez là le fornix ou trigone, c'est pareil, trigone fornix.
Donc voilà, faisceau interhémisphérique. Vous avez ici, je vous l'ai surligné en gris, le noyau lenticulaire qui fait partie des noyaux centraux. Vous avez le claustrum ou avant-mur qui est juste là, qui est une espèce de bande de substance grise qu'on voit ici sur la coupe. Vous avez le cortex, évidemment. Vous avez enfin noyau codé. Voilà, le noyau codé. Enfin, les noyaux codés de chaque côté, mais le noyau codé, c'est important. Je vous l'ai surligné 2 fois. Comme vous le voyez, il apparaît 2 fois puisqu'il a une forme de corne, finalement, puisqu'il a subi les gyrations du télencéphale. Donc, il a cette espèce de forme assez complexe, assez contournée, ce qui fait que sur une coupe frontale, comme la coupe de Charcot, on coupe ce noyau codé 2 fois. Et on peut voir qu'il est qu'il est vraiment accolé au ventricule latéral. Alors, je ne sais pas si j'ai surligné le ventricule latéral, non, mais vous voyez qu'ici, il y a le ventricule latéral, comme on l'a vu tout à l'heure, lui aussi a une forme de corne, donc c'est normal qu'il soit aussi coupé 2 fois, et vous voyez qu'il est vraiment très proche du noyau codé. Vous avez ensuite les ventricules, voilà, donc, je l'ai mis, ventricule latéral, et le troisième ventricule qui est au centre, lui évidemment il n'est pas coupé par 2 fois puisqu'il n'a pas une forme de corne, il est tout plat. Voilà. Donc ça c'était pour la substance grise, donc je vous ai mis tous les éléments de substance grise, donc je répète, le noyau lenticulaire, j'aurais pu dire que le noyau lenticulaire, je vais le dire d'ailleurs, est constitué de 2 sous-parties, le putamen et le pallidum. Donc les putes à l'extérieur, le palais à l'intérieur, et il a une forme de lentille. Le claustrum, voilà, on l'a déjà décrit. Cortex, ça, on s'en fiche. Noyau codé, voilà, qui est coupé par 2 fois. Et oui, je vous ai mis ici qu'on voit l'insula. Voilà, le lobe caché de l'insula. Donc ici, ça veut dire qu'on est vraiment au niveau de la scissure latérale. Et vous voyez bien que si on ouvre la scissure latérale, comme ceci et comme ceci, on peut apercevoir l'insula. Donc la substance blanche. La substance blanche, à l'intérieur du cerveau, est divisée en plusieurs parties. Vous avez le centre ovale, qui est juste ici. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie, tout ça, c'est le centre ovale. Voilà, qui ramène finalement toutes les fibres de cette partie-là du cortex. Vous avez ensuite les capsules, qui sont très importantes. Donc, on a tout d'abord la capsule interne, qui est située entre le noyau lenticulaire et ici le thalamus, si je ne me trompe pas, je suis pas fou, parce que suivant les représentations, voilà, c'est ça. Donc, vous avez là la capsule interne, donc qui est la substance blanche. C'est ici que passe la majeure partie des fibres, l'écrasante majorité même, des fibres de la motricité, donc de la motricité volontaire, de la voie pyramidale. Et donc, cette capsule interne est très importante à connaître, puisque si vous avez une lésion au niveau de la capsule interne, vous allez léser toutes les fibres de la motricité, et donc, vous allez avoir une hémiplégie massive. Voilà, une hémiplégie contralatérale, puisqu'on est avant la décussation, mais tous ces détails, vous les reverrez plus tard. Mais voilà, on a une hémiplégie massive. Le centre ovale, en revanche, si au niveau de mon pointeur laser, ici, vous mettez une lésion, ça va léser, oui, une partie des fibres, bien sûr, vous aurez une légère paralysie, mais rien à voir avec la capsule interne. Vous voyez bien que ici, si vous une petite lésion de la capsule interne, ça lèse une grande partie des fibres. Et donc, ça vous rend très vite hémiplégique. Vous avez aussi donc la capsule externe, donc qui est à l'extérieur du noyau lenticulaire et à l'intérieur de l'avant-mur ou du claustrum ici, et la capsule extrême qui est entre le claustrum et l'avant-mur, entre l'avant-mur et l'insula. Claustrum ou avant-mur, noyau lenticulaire, insula. Donc je répète, capsule interne, c'est la plus interne, elle passe en dedans du noyau lenticulaire. Capsule externe, elle passe entre noyau lenticulaire et claustrum ou avant-mur. Et la capsule extrême, elle passe en dehors de l'avant-mur, juste avant
le cortex et l'insula. Donc, les noyaux gris diencéphaliques. Alors, attendez, je vais juste... Alors, ok, ça a repris. Donc, vous avez voilà quelques... Donc, on va passer au diencéphale. Donc, on a présenté là... on a déjà bien avancé, hein, on a déjà présenté... Alors, attendez, je vais juste reprendre le pointeur laser. Voilà. Donc, on a déjà présenté la plupart des structures télencéphaliques et on va passer aux structures donc, du diencéphale. Je rappelle que le cerveau est composé du télencéphale pour sa périphérie et au centre, on a les structures diencéphaliques. Donc, d'abord des structures que vous connaissez déjà, le corps calleux, le fornix, ça c'était juste pour replacer le contexte. Et vous avez là, donc, la première structure qui est très importante, le thalamus. Donc, le thalamus, c'est quoi? C'est un relais. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut connaître, c'est que c'est un relais qui est extrêmement important pour toutes les voies, que ce soit sensitives ou sensorielles. Donc, sensoriel, c'est ce qui a trait aux sens, aux 5 sens. Voilà, c'est aussi un relais pour les voies motrices extrapyramidales. Donc, on verra ça plus en détail tout à l'heure. Vous avez ensuite l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, c'est un petit peu le ministre de l'intérieur. Il va réguler les sécrétions d'hormones dans le corps. Vous avez les noyaux mammillaires qui sont situés, comme vous pouvez le voir, en dessous de l'hypothalamus, au niveau du haut du tronc cérébral, on va dire. Ces noyaux mammillaires, ils ont un rôle dans la mémoire. L'hypophyse, donc l'hypophyse qui est divisible en deux parties, l'anté-hypophyse. Donc l'antéhypophyse n'est pas vraiment considérée comme une part du système nerveux. C'est l'adénohypophyse. Donc c'est une partie de l'hypophyse qui sert à sécréter les stimulines. Donc que ce soit la folliculostimuline ou ou les lutéostimulines, c'est-à-dire FSH et LH. Donc voilà, ça ne fait pas vraiment partie du système nerveux. Ou en tout cas on ne le considère pas comme ça. Et la post-hypophyse ou neurohypophyse, qui elle aussi va réguler la sécrétion, sécréter des hormones qui sont très importantes. Vous avez la HAD, donc l'hormone antidiurétique, et vous avez l'ocytocine, qui est, ça vous l'avez vu, ou alors vous le verrez en BDR, c'est une hormone qui a un rôle dans l'accouchement. Je ne me souviens plus très bien, je crois que c'est un rôle de vasoconstricteur dans mon souvenir. Voilà, donc on replace ces structures. Donc là, j'ai pris une vue un petit peu plus postérieure pour vous montrer ici l'épiphyse, voilà, qui est vraiment au sommet, on va dire, du tronc cérébral. Et donc l'épiphyse a un rôle pour la mélatonine, pour la sécrétion de mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous avez des tas de, comment dirais-je, de phytothérapie, etc., de petits médicaments qui vous proposent de prendre la mélatonine pour mieux dormir. Voilà pour le diencéphale. Et donc, on en a fini pour tout ce qui est structure cérébrale. On passe à la deuxième structure de l'encéphale, c'est-à-dire le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, là, on est sur un schéma du Netter. Il est composé du mésencéphale, métencéphale, myélencéphale. Je vous ai mis ici les limites de chacune de ces parties, ici en noir, en tiré noir. Donc, la limite supérieure du mésencéphale, c'est le chiasma optique ici et le tractus optique. Il faut savoir que les voies optiques, ça fait rétine, ensuite nerf optique, chiasma, donc une sorte de liaison de certaines, des deux nerfs optiques, donc nerf, chiasma et ensuite tractus. Et voilà, bon, vous verrez ça plus en détail dans les cours sur organes des sens.
mais vous pouvez déjà le voir ici schématisé. Donc le chiasma et le tractus, on voit que ça constitue la limite supérieure du tronc cérébral sans en faire partie. Hein. Attention, ce ne sont pas des structures qui font partie du tronc cérébral. Donc, vous avez ici les pédoncules cérébraux. Un ici, un ici. Donc pédoncule, ça veut dire pied. Hein. C'est littéralement les pieds du cerveau, ou les pieds du mésencéphale, voilà, qui se divisent en deux et qui laissent entrevoir ici le diencéphale avec des structures dont on a parlé, hein, les corps mammillaires, hein, voilà, dont on vient de parler d'ailleurs. Donc ensuite, voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Vous avez entre les deux pédoncules cérébraux le diencéphale. Vous avez ici le pont ou métencéphale. Hein, métencéphale, pont, c'est la même chose. Vous avez tout en bas le myélencéphale, donc la moelle allongée. On remarque quelques petites structures intéressantes. Ici, les olives bulbaires, hein, puisque c'est aussi le bulbe rachidien. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, ce myélencéphale. Donc, vous avez les olives bulbaires qui sont situées latéralement par rapport aux pyramides bulbaires. Et en dessous de ces pyramides bulbaires, on retrouve la décussation des pyramides. Ça, c'est très important. Hein. Donc, on est au niveau du myélencéphale. On est tout en haut de la moelle spinale. On est au niveau de la moelle allongée. Et on a la décussation des pyramides. Donc, en fait, c'est là que vont décusser les voies motrices pyramidales. Donc, sur une autre vue, on va voir qu'on est donc ici sur une vue, voilà, comme je l'ai mis en haut, postérolatérale, et on va voir d'autres structures. Donc, dans la partie postérieure du mésencéphale, puisque là on voit le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale, donc moelle allongée, sur la partie postérieure du mésencéphale, on va voir quoi? Les colliculi supérieurs et inférieurs. Donc la colliculus supérieure, c'est ces deux-là, inférieure, c'est ces deux-là. Alors eux, ils ont un rôle qui est assez important, pareil, dans les sens. Vous reverrez ça dans le cours qui est dédié. Vous avez sur le côté donc, du mésencéphale des corps géniculés. Hein, voilà, alors ma tête les cache un peu. On a corps géniculé supérieur à ce niveau-là, corps géniculé inférieur, qui, alors je ne sais pas si c'est marqué, bras, oui voilà, qui se prolongent ici par des bras conjonctivaux qui vont lier les corps géniculés aux colliculi. Voilà, vous avez aussi donc les pédoncules cérébelleux. Donc, tout à l'heure, on avait les pédoncules cérébraux qui faisaient partie du mésencéphale. Et là, on a les pédoncules cérébelleux qui font partie du métencéphale. Donc, cérébraux, c'est ce qui a trait au, c'est ce qui a finalement, ce qui est relatif au cerveau, voilà. Et cérébelleux, c'est ce qui est relatif au cervelet. Donc, voilà, les pédoncules cérébelleux qui sont ici coupés, puisqu'en fait, le cervelet vient s'accrocher à la partie postérieure du métencéphale via ces pédoncules. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a pédoncule cérébelleux supérieur, moyen, inférieur, il y en a 3 de chaque côté. Et ici, oui, c'est tout ce qu'on peut voir sur cette vue. Donc, sur une vue postérieure, on a des éléments qui sont intéressants. On retrouve les colliculi, donc colliculi supérieurs et inférieurs. On a encore une fois les pédoncules cérébelleux, et là, on a une partie du cervelet. Donc, on voit très clairement qu'on a des pédoncules supérieurs, moyens, inférieurs, et que ce sont ces pieds, ces pédoncules qui accrochent le cervelet au tronc cérébral. On voit aussi un élément qui est très important et qui est dans la partie postérieure un petit peu du métencéphale et un petit peu du myélencéphale, puisque on a ici le plancher du V4, donc du quatrième ventricule, ou la fosse rhomboïde. Rhomboïde, ça veut dire qu'il y a une forme de losange. Hein, donc rhomboïde, c'est en forme de losange, et je vous ai ici dessiné le losange pour que vous voyez bien. Donc cette fosse rhomboïde, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que c'est sur le plancher du V4 que vous avez tous les noyaux des nerfs crâniens. Donc on verra plus tard dans le système nerveux périphérique tout ça, mais pour l'instant, je vous demande vraiment de retenir que vous avez cette fosse qui représente
le plancher du quatrième ventricule, c'est-à-dire que c'est là que le quatrième ventricule vient se loger, qui est à l'arrière du mésencéphale et du mésencéphale, et c'est là qu'on va avoir tous les noyaux des nerfs crâniens. Voilà. Donc ces noyaux de nerfs crâniens, ils sont répartis sur plusieurs colonnes qui ont chacun leur rôle. On a d'abord un sulcus médian, donc un sillon médian qui sépare les deux parties de donc les deux parties symétriques, hein, évidemment, de ce plancher du V4. On a donc 6 colonnes, 3 motrices, 3 sensitives. Et donc, en partant de l'intérieur, on a une colonne somatomotrice, bronchiomotrice, colonne viscéromotrice, et juste après un sillon latéral, on va retrouver les colonnes viscérosensitives, proprioceptives ou sensitives et extéroceptives. Voilà ce que j'ai à dire pour le plancher du V4. Donc, on passe maintenant au cervelet. Donc, on a vu cerveau, tronc cérébral, et maintenant on voit le cervelet. Donc, le cervelet, voilà quelle tête il a. Je vous ai laissé un bout de tronc cérébral pour que vous ayez des repères. Donc, on voit bien que le cervelet, voilà, s'accroche à l'arrière du mésencéphale, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a un aspect en côte de velours. On retrouve 2 hémisphères, un gauche, un droite, et au milieu, un vermis médian. Donc, ce cervelet en coupe, on voit qu'en fait, on a des lamelles. Il a une structure en fait qui est assez, comment dirais-je, originale. C'est-à-dire qu'on a des lames de substance grise traversées par des lames de substance blanche. Et donc, ça donne ce qu'on appelle un arbre de vie. Donc, on le voit très clairement ici. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez un tronc avec des branches, ici, des branches et des feuilles que sont cette substance grise. Donc voilà, un tronc, des branches, des feuilles, ça fait un arbre de vie. On le voit aussi bien sur ce schéma. Donc, ce cervelet, il est divisé en plusieurs petits cervelets, on va dire, en plusieurs parties qui ont des fonctions bien différentes. Donc, on commence par le vestibulo-cérébellum. Donc, le vestibulo-cérébellum, c'est la plus petite proportion, la plus petite partie du cervelet pour notre cervelet, pour le cervelet des êtres humains, mais il gère quelque chose d'assez important, c'est tout ce qui est vestibule. Donc vestibule, c'est ce qui a trait, tout ce qui est vestibulaire, c'est ce qui a trait à l'équilibre. Donc ça va gérer tout ce qui est équilibre. Alors c'est important, pourquoi ? Donc à l'époque, le prof de nez disait tout simplement que c'était cette partie du cervelet qui était développée chez les poissons. Puisque dans l'eau, voilà, on a besoin de s'orienter à 360 degrés dans toutes les dimensions. Et donc, on a besoin d'équilibre. Une fois qu'on sort de l'eau, on a besoin de quelque chose d'autre, le tonus musculaire pour lutter contre la gravité. Donc ça, c'est géré par le spinocérébellum. Donc, j'ai mis ici une image de la sortie des os. Voilà. Donc, on remarque voilà, que ce spinocérébellum, il est très développé chez les reptiles. Et voilà, c'est vraiment lui qui vous permet d'avoir le tonus musculaire pour lutter contre la gravité. Et vous avez enfin le corticocérébellum. Ce corticocérébellum, il est très développé chez les oiseaux, puisque c'est lui qui permet la coordination des mouvements. Donc en l'occurrence, pour le battement des ailes, vous vous doutez bien qu'on a besoin d'une coordination particulièrement importante. Voilà pour ce qui est des différentes parties du cervelet. Donc, je vais peut-être vous faire juste un petit récap rapide. Voilà, vestibulo-cérébellum pour le vestibule, donc l'équilibre. Spinocérébellum pour tout ce qui est tonus musculaire, donc c'est développé chez les reptiles. Et vous avez le corticocérébellum pour tout ce qui est coordination. Voilà, donc vestibule, c'est l'équilibre. Spinocérébellum, c'est le tonus musculaire. Et corticocérébellum, c'est le nouveau cérébellum, le plus périphérique, on va dire. Et c'est celui qui permet la coordination. Donc on va passer maintenant à la moelle spinale et on en aura fini pour le système nerveux central. Donc la moelle spinale, alors je vous ai remis ici la planche géniteur que j'avais mise tout à l'heure. Donc cette moelle spinale, bon, vous la connaissez.
Elle est ici, voilà, elle est contenue dans le rachis. Elle s'arrête, on l'a dit tout à l'heure, en L2 et le sac dural en S2. Donc, elle présente plusieurs intumescences. Une intumescence cervicale, un renflement cervical, qui va donner naissance aux racines des nerfs spinaux qui participeront au plexus brachial, et un renflement lombal qui va donner naissance aux racines des nerfs spinaux qui participeront au plexus lombosacré. Donc, ce qui est important, alors je ne sais pas si je suis bien prêt, voilà, ce qui est important, c'est que cette moelle spinale, elle est divisée en plusieurs myélomères. Myélomère, ça veut littéralement dire partie de moelle, hein. Mère, c'est une partie d'eux, donc c'est une unité d'eux. Donc myélomère, c'est partie de moelle. Donc on a 8 myélomères cervicaux. À noter qu'on a 8 myélomères cervicaux, seulement 7 vertèbres cervicales. Voilà, 8 myélomères cervicaux, mais 7 vertèbres cervicales. On a un myélomère en plus que le nombre de vertèbres cervicales. Et ensuite, ça suit le nombre de vertèbres. 12 myélomères thoraciques, 5 myélomères lombaires, 5 myélomères sacrés, et bon, là, il y a marqué 3 myélomères coccygiens. Oui, bon, en réalité, c'est très inconstant. Hein. Ça, on s'en fiche un peu, c'est très, très, très inconstant. Donc voilà, pour ce qui est de la moelle. Si on prend la moelle, voilà, en vue de face, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un peu, voilà, on a enlevé les os et on a la moelle ici. On a bien zoomé dessus et on voit finalement ici la moelle en coupe. Donc on a une substance grise qui est centrale, entourée de substances blanches. Et cette substance grise, elle décrit une forme de papillon. Important à noter, la substance grise est centrale, ici, dans la moelle, contrairement au cerveau, où la substance grise était périphérique, puisqu'elle était située sur le cortex. Donc ça s'est inversé. Voilà. Ici, on a une substance grise qui est centrale. Cette substance grise, elle est divisée en corne dorsale et corne ventrale. La corne dorsale étant sensitive, de même que le gyrus post-central, donc tout ce qui est postérieur de manière générale, c'est sensitif, et ce qui est antérieur, c'est moteur. Donc cette corne dorsale, elle est sensitive, et vous avez une corne ventrale qui est motrice. Donc, vous avez ensuite les racines qui viennent s'accrocher à la moelle, racine dorsale du nerf spinal ici, avec son ganglion spinal, donc un ganglion sensitif, et vous avez là la racine ventrale du nerf spinal. Ces deux racines s'unissent pour former le nerf spinal, et le nerf spinal se divise très rapidement. Donc le nerf spinal déjà sort par le foramen intervertébral, et ensuite il se divise très rapidement pour donner un rameau dorsal ici, donc postérieur, et un rameau ventral. Le rameau dorsal viendra innerver tout ce qui est muscles et téguments du dos, donc de l'épimère, et le rameau ventral viendra innerver tout ce qui est muscles et téguments du tronc et de la partie ventrale du tronc et des membres. Voilà. Donc de l'hypomère finalement. Voilà, là vous avez le nerf spinal qui est entouré. Vous voyez qu'il a vraiment un trajet millimétrique avant de se diviser en rameaux ventraux et dorsaux. Voilà, voilà ce que je vais dire là-dessus. Oui, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 8 nerfs. Oui, donc on a parlé des nerfs. Donc voilà pourquoi. Oui, je vous ai dit qu'il y avait 8 myélomères et seulement 7 vertèbres. Donc là, je vous ai mis une petite explication avec un petit schéma pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a cette disposition. Donc, comment on nomme les nerfs? Voilà, les nerfs dont on a parlé, hein, qui sont donc qui naissent de l'union des racines. Comment est-ce qu'on les nomme? Eh bien, c'est très simple. Quand on est en cervicale, donc entre C1 et C7, c'est le nom de la vertèbre inférieure qui est donné.
Donc là, on a ici C0 ou voilà, le crâne, enfin le foramen occipital, et en dessous, on a le premier nerf qui naît. On lui donne donc le nom de la racine de la vertèbre qui est juste en dessous, donc c'est C1. Pareil pour C2, le nerf qui naît entre C1 et C2, on l'appelle C2, puisque c'est la vertèbre C2 qui est en dessous. C6, toujours pareil, donc là, si j'avais fait un nerf, ça aurait été le nerf C6, puisque on a C6 en dessous. Là, le nerf qui passe ici, on l'appelle C7, puisqu'il y a C7 qui passe en dessous. Et entre C7 et T1, comment on fait? On ne peut pas directement passer à T1, puisque c'est un autre nerf. Le nerf T1, il est ici. Pas directement passer à T1, on est obligé d'inventer un nerf supplémentaire. Donc, entre C7 et T1, on a le C8 qui naît ici. Tout simplement parce qu'en fait, si on compte toutes les vertèbres, on a si on compte toutes les vertèbres, on compte tous les nerfs, on a un nerf en plus. Et donc, on ne peut pas les répartir aussi facilement. Donc, on aurait pu appeler C0, machin, enfin, on aurait pu commencer à partir de C0. Mais voilà, on a fait le choix de partir d'ici, de dire ça c'est C1, le premier nerf, là, entre C0 et C1, c'est C1. Et ici, à partir du thoracique, on va nommer le nerf en fonction de la vertèbre supérieure. Donc, le nerf qui va passer entre T1 et T2, il s'appellera T1. Voilà. Donc, c'est ça qu'il est important à comprendre, c'est qu'entre C7 et T1, on a le nerf C8 qui passe, et en dessous de T1, c'est le nerf T1. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la colonne vertébrale et de la moelle. Voilà, donc en S4, on va avoir un nerf en dessous qui va s'appeler S4, et en S5, le dernier nerf s'appellera S5, puisque la vertèbre qui est située au-dessus, c'est S5. Donc voilà, ici je vous ai mis un petit résumé. Voilà, nom de la vertèbre inférieure, à partir de T1 jusqu'à la fin, nom de la vertèbre supérieure. Et le nerf qui sort entre C7... Ah oui, et le nerf qui sort entre C7 et T1, c'est le nerf C8. Bon, je ne vais pas compléter, mais je le compléterai pour le diapo qui sera mis sur le forum. Donc, la moelle spinale en coupe, on a déjà vu toutes les structures tout à l'heure, avec la corne postérieure, la corne antérieure, ou corne dorsale, corne antérieure. Il faut savoir que tout ça, c'est encore une fois divisé en grandes colonnes. Donc, ici, on n'a plus les colonnes, on n'a plus la colonne branchiomotrice, puisque l'appareil branchial est situé au niveau de la tête. Donc, on a voilà, donc les colonnes somatomotrices, végétatives, avec, comme tout à l'heure, végétative motrice, végétative sensitive, colonne proprioceptive et colonne extéroceptive. Et voilà, c'est tout pour le système nerveux partie 1. Merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve pour la partie 2 qui concernera la vascularisation du système nerveux central, le système nerveux périphérique et bien sûr le système nerveux végétatif. Voilà, merci beaucoup.